Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis Céline de My Future, une plateforme pour réfléchir à ton orientation et potentiellement trouver ton stage. Je vais vous accompagner tout au long du live. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat à droite. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Benoît, qui est directeur régional chez De Richebourg Environnement. Dans le cadre du projet de l'industrie en Normandie, on fait un grand projet depuis quelques mois et notamment cette semaine, vous allez retrouver plein de lives sur ces thèmes là, donc plein de métiers de l'industrie. N'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions. J'en profite pour saluer plusieurs établissements qui se sont inscrits, donc n'hésitez pas à me dire d'où vous venez et puis qui vous êtes et puis voilà, toutes les informations. Le collège Jean Moulin, Francisco Goya, Jules Verne, Jean-Paul Laurent, j'espère que je prononce bien, Félix Saladin, Louise Michel, Évariste Gallois, Paul Laurence, Saint-Joseph de la Madeleine. J'en ai encore plein d'autres, mais je ne peux pas tout citer. En tout cas, bienvenue. Au cours de ce live, vous allez voir des thèmes différents, le métier de Benoît en images, un cas concret, son parcours, ce que Benoît aime le plus et aime le moins. Vanessa, c'était une autre interview. Et les clichés anecdotes de son métier. Laureline, votre modératrice du jour, vous remettra toutes les informations dans le chat. Donc, elle est là pour répondre aussi à vos questions. Vous pouvez parler avec elle. Nous allons accueillir Benoît tout de suite avec son métier en image pour rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Benoît, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va bien? Donc Benoît Dessau, donc je travaille chez De Richebourg depuis 8 ans, j'ai 43 ans, je suis le papa d'une petite fille de 13 ans et je vais vous présenter mon métier de directeur régional chez De Richebourg. Eh bien, écoute, on est ravis de t'accueillir sur ce plateau. Alors, on a des images, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. On a des images qu'on voit, et moi, je ne sais pas du tout ce que c'est un directeur régional, enfin, quelles sont tes missions au quotidien, en quoi ça consiste. Donc voilà, on a 6 images. Je te laisse m'expliquer un petit peu ce que tu fais, toi. Alors, le directeur régional dans une industrie, son premier rôle, c'est de déployer la politique du directeur général de la société. Comment est structurée une société? Vous avez le directeur général qui est le grand patron de la société et selon la grandeur de l'industrie, c'est sectorisé par région, par département, par zone géographique et à cette tête, il y a un directeur régional qui a pour but de déployer la politique du directeur général. Donc, OK. Donc si je comprends bien, donc toi, tu es au cœur de tout. Tu as, des personnes que tu pilotes, en tout cas que tu manages au quotidien, ton rôle à toi, c'est, de s'assurer que tout se passe bien, j'imagine, dans toutes les équipes et ça au niveau régional. Donc c'est un boulot assez important, hâte d'en savoir plus et sur l'image que l'on voit, allez, on va prendre la première, je vois 2 mains qui s'entrecroisent. Ça veut dire que tu as des relations enfin, souvent, tu es en relation avec les gens c'est ou ça. Ma première mission, c'est de déployer la politique commerciale. C'est-à-dire que, commercial. Ok. voilà, donc on a un métier dans l'industrie, on achète des matières, de la ferraille, des métaux ou du déchet pour le trier, le valoriser et le revendre. Donc la partie achat et vente, c'est une grosse partie aujourd'hui de mon métier. J'ai 6 voire 7 commerciaux sous ma responsabilité avec lesquels je entretiens toutes les semaines une réunion et je leur définis des objectifs, des enjeux, des prix à atteindre, des prix à ne pas dépasser, des marges à faire selon toujours la direction générale. Ok. Et ça, bon, j'imagine que c'est une activité que tu as au quotidien. Afin de bien comprendre et vraiment de schématiser, parce que je trouve que pour moi, en tout cas, j'y vois plus clair. Donc, tu as l'activité commerciale et tu as d'autres activités à côté où tu manages aussi des gens.
Oui, j'ai toutes les activités qu'on peut retrouver dans une petite société à l'échelle de la région. C'est-à-dire que je vais aussi avoir à manager des services administratifs, des comptables, des contrôleurs de gestion, des secrétaires. Je vais aussi avoir donc la partie commerciale, mais aussi avoir ce qu'on appelle QSE, qualité, sécurité, environnement, tout ce qui est le suivi des normes, de la réglementation. Je vais avoir aussi en contact les autorités, donc tout la gendarmerie, les autorités compétentes, c'est-à-dire la DREAL, ça c'est des sociétés. Réel? Oui, Qu'est-ce que la réelle? la DREAL, c'est la direction régionale qui contrôle les sociétés de l'industrie. S'ils sont conformes avec la réglementation environnementale, s'ils sont conformes avec ce qu'ils ont déclaré comme activité, etc. Donc c'est aussi dans mon rôle de faire le lien avec mes services administratifs et cette autorité pour lequel on peut être contrôlé une fois par an ou une fois par mois. C'est des contrôles inopinés et donc il faut manager pour être prêt au moment du contrôle. D'accord, donc en fait, tu es au cœur vraiment de Oui. Richebourg Environnement et tu pilotes, au total combien de personnes alors? Alors, en Normandie, donc j'ai 22 sites et sur les 22 sites, j'ai à peu près 240 personnes. Ah oui! D'accord et du coup, tu dois avoir quand même un stress qui est présent au quotidien, non? C'est un stress présent. Après, c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas tout seul pour gérer ces 240 personnes. J'ai des fonctions intermédiaires, des managers intermédiaires, des responsables de site, des responsables d'unité, pour lesquels moi je leur donne les objectifs et eux doivent déployer l'objectif sur leur site ou dans leurs équipes. Donc toi, Heureusement. OK, ton rôle, en fait, il est, on va dire, sur une pyramide. Toi, tu es un peu en haut, du coup. Donc, tu te charges de voir un petit peu tout ce qui peut se passer dans l'année et après, en découle, une première ligne avec toutes les personnes que tu pilotes, on va dire, allez, je pense une dizaine, que tu pilotes au quotidien, avec qui tu as des réunions, régulièrement et ensuite, ces personnes-là ont eux-mêmes, en fait, des équipes, à piloter et comme ça, on a un enchaînement où ça te permet, toi, de pas piloter les 240 personnes tous Exactement. les jours. Donc quand même, ok, c'est quand même pas mal. Donc tu as énormément de réunions, j'imagine, dans ton quotidien. Beaucoup de réunions, Ouais. de trop de temps en temps, que ce soit en présentiel ou maintenant en visio. On a remplacé un peu le coup de téléphone par la visio. Donc ça a un côté pratique puisqu'on ne perd pas de temps sur la route, on ne perd pas de temps inutile. Après, c'est quand même très chronophage en termes de temps, en termes d'organisation. Mais voilà, c'est des nouvelles méthodes de management qui sont liées maintenant aux activités. Même dans l'industrie, on fait de plus en plus de réunions. OK. En tout cas, merci pour, cet avis. Mais oui, je suis d'accord avec toi, sur, après le télétravail te permet, de pas perdre de temps et donc du coup de pouvoir te focaliser, en tout cas d'avoir plus de temps pour autre chose quoi, concrètement. Donc c'est plutôt chouette et alors j'en profite pour, regarder un peu, les autres images. On voit je vois des stats, enfin des chiffres, est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus? En bas à droite notamment, Alors, je vois des petits points rouges. Qu'est-ce que c'est? en bas à droite, alors les petits points rouges, donc c'est la société de Richebourg avec justement le secteur. Donc vous retrouvez la Normandie en haut à gauche Ouais, avec les petits points rouges. Donc c'est le nombre de sites qui sont en Normandie, qui il y sont en a sous quand même ma, pas mal, hein. qui sont sous ma responsabilité. Et donc dans Revival, pour la région donc, qui est affichée, on est quatre directeurs régionaux, un dans le Nord, un en Île-de-France, un dans le centre de la France et donc moi en Normandie. Donc en fait, il y a les mêmes que toi dans d'autres régions, Exactement. Exactement. si je peux résumer ça. C'est ça, D'accord. exactement. Et on a à la tête de cette grande région, de cette grande filiale, le directeur général. OK, donc un directeur général, plusieurs directeurs régionaux. Les directeurs régionaux ont chacun, des personnes à leur C'est ça. charge et ainsi de suite. OK et donc du coup, au total, vous êtes, 240 sur que ton site? Pour la Normandie, et en tout, si on cumule les quatre régions, on est 870.
Ah oui, tu connais par cœur le 870. Non, mais c'est très bien, C'est ma filiale, c'est ma société quand même. oui, c'est vrai, tu as raison. OK, en tout cas, hyper impressionnant et tu nous as mis une image au milieu, ça doit être, l'usine, Oui, j'imagine? c'était pour vous faire voir un modèle de type d'une usine de centre de valorisation, qui est centre de recyclage, qui sont à peu près tous à peu près structurés les mêmes. C'était pour enlever, parce qu'on peut associer notre activité à des ferrailleurs, parce qu'on récupère des ferrailles, des métaux, des déchets. Et donc c'était pour vous montrer que maintenant on est rentré vraiment dans une phase industrielle. On a des centres de valorisation, on a plusieurs métiers, on traite plusieurs matières. On fait de plus en plus de recherche et développement sur les tris des plastiques, sur les tris des ferrailles, des métaux, du verre, etc. Donc ce n'est plus la vieille image qu'on peut se faire aujourd'hui du recyclage ferraille et métaux. OK, C'est oui, donc vraiment ça a des énormément usines. évolué. Voilà, c'est ça, c'est vraiment des usines, c'est vraiment des sites industriels pour lesquels on a besoin de beaucoup de compétences et de compétences différentes. Ça va de l'ingénieur au service administratif, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, avec différents profils à Mmh. manager. Et quand juste pour, que vous sachiez, pour ceux et celles qui nous regardent, les services administratifs, ça fait référence, à des métiers comme, la comptabilité, donc par exemple les chiffres, le traitement, des données et cetera. Donc voilà, c'est un service juste Là, pour ce c'est mot. ça. C'est le commerce, on achète, on vend, mais il faut facturer, il faut tenir à jour des stocks, il faut faire des entrées matières, des sorties matières, il faut comptabiliser, il faut faire les salaires, il faut faire les ressources humaines, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de tâches administratives, de plus en plus aussi par toute la réglementation. Donc c'est important d'avoir ces équipes. Oui, en fait, toi, tu pilotes, tu es au cœur de tout, mais en fin de compte, il te faut quand même des personnes qui sont qualifiées et qui ont des compétences pour assurer tout ça parce que derrière, tu les as peut-être, mais tu pourrais pas faire, autant de Je pourrais pas faire sans. oui, voilà, c'est ça. Sans eux, je ne suis pas grand-chose. Oh, Dans, c'était dans- beau. Non, mais c'est la vérité. C'est que Oui. les personnes opérationnelles, c'est toutes ces personnes-là, en fait. Mmh. Et j'en profite pour regarder un petit peu, dans le chat. On a une question de Mélanie, qui nous dit: «Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier?» Qu'est-ce que tu préfères toi, Benoît? Alors justement, c'est la diversité du management. C'est-à-dire que je peux manager un conducteur de pelle le matin parce qu'on a une opération quelconque à enlever une machine et l'après-midi me retrouver avec trois comptables autour de la table parce qu'il faut qu'on fasse les bilans fin d'année et qu'on a besoin de sortir les chiffres, etc. C'est Ah ce oui, qui me donc tu vois tous plaît les sujets, quoi. C'est ce qui me plaît dans mon travail du quotidien, c'est que le matin n'est pas l'après-midi et la semaine n'en fait pas une autre et le mois non plus et ça change très très régulièrement avec des profils et des niveaux d'études très différents. OK. Ben, oui, tu dois être en contact, en fait, avec beaucoup de personnes et pour, résoudre, en fait, des problèmes, quoi, globalement. Parce C'est que, ça, il y en a pas c'est le truc que j'aime le moins. C'est on fait appel à moi que quand il y a des problèmes en fait. ah oui, ouais, ouais, je me doute, mais en même temps, si tout se passait bien, on serait, dans un monde idéal, quoi. Donc OK et du coup, Sadi, merci pour vos commentaires et vos questions. Sadi nous dit, «Je trouve ça, très stressant». À mon avis, elle parle de ton travail, mais oui, oui, c'est moi aussi, je trouve ça très stressant. Ça fait partie du travail, OK et de gérer le. bah, hâte de découvrir ton parcours. Pourquoi tu es allé, dans cette voie-là et qu'est-ce qui t'a donné envie, d'avoir un travail, aussi stressant quand même? Donc OK et sur les photos, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur tes missions? Enfin, j'imagine qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Là, on ne voit une toute petite partie, mais sachez que ce métier-là, il est énorme. Donc je pense qu'on passerait vraiment l'heure à raconter toutes tes missions. Mais en l'occurrence, je vois la fédération professionnelle représentative des métiers du recyclage. Est-ce que toi, il y a tu m'as dit, il y a un impact RSE Complètement. important.
chez De Richebourg. Qu'est-ce qui s'y fait chez toi? La petite image en bas à gauche et celle du milieu en haut, en fait, ça se rejoint un peu sur le RSE. Donc, une partie de mon travail, c'est le lien justement avec toutes les autorités, toutes les réglementations qui changent au fur et à mesure, soit des avancées technologiques, parce qu'on sait mieux trier les choses, on sait mieux les conditionner, ou on n'a plus le droit d'utiliser telle matière, ou on n'a plus le droit de les traiter comme on le faisait avant. Donc il faut toujours être en veille technologique pour avoir besoin et répondre à ces nouvelles normes. Et maintenant, de plus en plus, on est dans l'économie circulaire. Donc là, c'est la petite photo en haut, au milieu. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est que voilà, on va acheter une batterie. Partager, Voilà, réutiliser, acheter réparer. une batterie pour les voitures. Une fois que votre batterie elle est morte, vous allez au garage, vous la changez. Moi, mes commerciaux doivent aller acheter cette batterie-là à un certain prix. Je dois pouvoir la transformer, la déchiqueter, séparer le plastique du plomb, etc., etc., pour revendre ensuite le plastique, pour refaire des pots de fleurs, par exemple, et revendre le plomb pour refaire une batterie. Et mes commerciaux à la vente doivent aller revendre la batterie au même garage. Ça, c'est la boucle, c'est l'économie circulaire. C'est ce qu'on C'est essaye très de bien faire. expliqué, hein. Ouais, j'essaye de schématiser. Voilà, Non, non, mais c'est très bien. voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de faire sur toutes les matières. D'une bouteille d'eau, d'un pare-brise en verre, d'une bouteille. Ah Voilà. oui, donc vous le faites sur tout, en fait, tout ce que vous avez, en tout cas sur le maximum. Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, c'était vraiment la photo du milieu en bas, c'est un centre de recyclage, un centre de valorisation. C'est plus du tout on collecte, on jette et on met ça, soit on incinère, soit voilà, on met ça dans un centre d'enfouissement technique. Maintenant, on essaye de faire la valorisation au maximum. C'est pour ça que c'est important de trier les déchets dans la poubelle jaune, dans la poubelle bleue, etc. Puisque nous, derrière, on a tout ce schéma qui se met en route pour refaire la même chose et pour éviter de collecter des ressources naturelles, des minerais à l'état De brut. perdre des matières, Exactement. OK. Bah, en tout cas, c'est super clair, merci beaucoup. Je regarde un petit peu les questions. Je vois, il y a des questions sur le parcours de Benoît, on va y arriver, donc ne vous inquiétez pas, et pour les niveaux d'études, également. Et je pense qu'on peut passer, directement, au cas concret, comme ça on va arriver, un peu plus au cœur de ton métier. Et dans le cas concret notamment, tu nous as dit que tes missions, c'était déployer, donc ça veut dire, vraiment déployer ça, j'ai pas de synonyme en tête, je vais en trouver un. Donc Et déployer. oui, déployer, ma direction générale va me dire aujourd'hui, pour le mois de février, donc le mois prochain, on est toujours à un mois de décalage, hein, parce qu'on essaye d'anticiper un maximum les choses. Donc pour le mois de février, il va falloir acheter, je vais dire, voilà, une ordre d'idée, 3000 tonnes de ferraille. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tu développes. Voilà, OK. pour acheter ces 3000 tonnes de ferraille dans toute la Normandie, j'ai ces fameuses 22 sites pour lesquels je vais avoir les commerciaux qui vont aller acheter. D'accord. Et donc pour aller acheter ces tonnes-là, il va falloir que je leur donne un prix d'achat. Et pour leur donner un prix d'achat, il va falloir que je regarde comment ça se passe au niveau des ventes. Au niveau des ventes des matières premières, ferraille, toute matière première, toutes les matières premières sont indexées sur la bourse. Donc c'est pas nous qui définissons notre prix de vente. C'est la bourse, c'est l'offre et la demande. Si on a besoin beaucoup de ferraille, eh ben, on va avoir des prix beaucoup plus forts puisque ça va être plus rare, ça va être plus difficile à acheter. Donc les prix vont monter. Si par contre l'industrie n'a pas besoin de beaucoup de ferraille, si par exemple il n'y a pas beaucoup de voitures à construire, on va avoir donc moins de ferraille, donc ça va coûter moins cher parce qu'il va y avoir beaucoup de ferraille à vendre et on n'aura pas besoin de l'acheter. Donc on Ouais. aura des prix moins cher. OK. Et donc ces deux prix-là vont servir aux achats. Et c'est ça qu'on appelle une politique commerciale. Ça, c'est mon premier travail chez De Richebourg, c'est de définir avec ma direction générale les besoins, les prix et comment on va pouvoir aller acheter ces produits-là. Et après, mon travail, moi, c'est de dire en début de mois à mes commerciaux, à mes responsables de site, voilà, on a ça à faire, c'est parti, on y va. OK, donc tu prends les grandes décisions, quoi.
Oui, j'essaye de les déployer la direction générale les prend avec moi et on essaye de le faire au mieux. Après, s'il y a besoin d'arbitrer sur le courant du mois, s'il faut changer un peu les prix parce qu'on est en retard ou peut-être trop en avance et qu'on prend des risques parce qu'on ne l'a pas vendu à la bourse, oui, là, pour le coup, c'est moi qui va devoir ajuster ça. D'accord, OK. En tout cas, c'est très clair, tu l'expliques très bien. Je n'ai rien J'essaie à voilà, reformuler, j'essaie donc de c'est schématiser. parfait. Et donc alors sur justement ces missions-là, tu rencontres des problèmes, parfois et tu nous as parlé de marché concurrentiel, donc il y a énormément de concurrence et la variation du marché, j'imagine que c'est la variation des prix du marché C'est aussi, ça. puisque si tu achètes pour, une certaine somme, les matières, ça va être différent le mois d'après, quoi. C'est ça, exactement. Alors, marché concurrentiel, beaucoup de concurrents. Malheureusement, je ne suis pas tout seul. C'est dommage. Donc, ça veut dire que la même petite tonne de ferraille qui est sur l'usine du coin, et ben, on va être 2, 3, 4, 5 à vouloir l'acheter. Donc, il va falloir être bon, il va falloir avoir un service qui va être conforme à ce qu'on va nous demander, qu'on soit un peu meilleur que les autres ou un peu plus cher que les autres. Mais malgré tout, en restant dans les objectifs de marge qui est fait par la variation du marché. C'est-à-dire que si le marché baisse, malheureusement, je ne vais pas pouvoir acheter au même prix que le mois d'avant ou que le mois d'avant encore. Donc voilà. Donc c'est aussi une relation. C'est pour ça que les commerciaux sont importants. Il y a une relation de confiance et aussi du service. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut aller collecter proprement, à l'heure que vous avez dit, prendre des rendez-vous, avoir toutes les certifications, à répondre à toutes les normes pour pas que le fournisseur soit embêté. Enfin, voilà, c'est Mais je trouve tout que un puzzle. ah ouais, mais en fait, ça doit être hyper compliqué de faire confiance à tout le monde, quoi, à tes 240 personnes, qui sont là et qui travaillent avec toi. Il faut que tu aies confiance en eux parce que sinon tu stresses beaucoup, quoi. Alors, j'ai confiance en eux. Et là, il y a 80% du commerce mensuel qui est fait. C'est beaucoup de récurrents, beaucoup de Ouais. choses qui reviennent. On négocie tous les mois, c'est toujours les mêmes volumes. Après, il y a ces 15-20% qui, pour le coup, sont des petits coups spot, des grosses démolitions, des gros volumes sur 1 ou 2 mois qui arrivent, où là, c'est moi qui gère en direct. Parce que justement, faut pas se tromper. Parce que si D'accord. vous vous trompez et que le mois d'après, les cours baissent, bah, Mmh. vous perdez beaucoup d'argent. Ouais et OK, hâte de savoir un petit peu, quel était ton parcours et je crois que je suis pas toute seule, non plus, vu que j'ai votre question, le collège gallois. On va y venir, mais c'est hyper intéressant. J'ai plein de questions qui me viennent, mais je les garde pour après et ensuite les solutions qui sont entreprises, c'est le travail d'équipe, donc travailler avec toutes les équipes et veille. Donc veille, ça veut dire regarder ce qui est fait, ailleurs et consignes de l'entreprise, c'est-à-dire? Alors, le travail d'équipe, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Moi, sans les équipes, je peux acheter autant de ferraille que je veux ou de matière que je veux si j'ai personne pour aller les chercher, si j'ai pas mon chauffeur camion, si j'ai pas mon pelleur qui vide le camion, si j'ai pas les personnes qui transforment le produit et après les personnes qui les rechargent, etc. Je ne sers pas à grand chose. Donc ça, c'est le travail d'équipe. Toutes les personnes dans la société, à n'importe quel niveau que ce soit, est importante. Ça, c'est un truc à savoir et à garder en soi. Il n'y a pas de sous-métier. OK. C'est D'accord. Après la veille, donc la veille, c'est la veille technologique, la veille concurrentielle. C'est-à-dire qu'il faut toujours être euh, Attentif. voilà, attentif, au plus proche de l'information. Qu'est-ce qui se passe chez les concurrents, qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui se passe dans une autre région, qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'une usine dans le Nord qui va fermer va peut-être avoir des impacts dans la Normandie parce qu'il y a une filière qui est dans la Normandie. Enfin, vous voyez, il faut toujours être en Mmh. veille, toujours être curieux du marché, de ce qui se passe, à l'écoute. Il faut toujours être un peu commère. Voilà. OK. Toujours Si vous êtes commerce, ce boulot est fait pour vous. Je le résume bien, Benoît, j'espère. Mais OK, c'est super, super intéressant en tout cas,
de voir enfin, ce cas concret-là, en tout cas. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu après avec les différentes questions, mais tout le monde est hyper intéressé par ton parcours et moi donc, je vais passer directement à la slide suivante, qui est ton parcours. Donc toi, tu vas faire un bac ES, donc économie et sociale, si je me trompe pas, option comptabilité. Mhm. Et du coup, tu étais qui en troisième alors? Tu étais un bon élève? Ah, Tu travaillais bien? c'est là où vous allez être déçus. Ah bon! Alors, en quatrième, troisième, donc alors, voilà, je vais être très honnête, j'ai décroché un peu en quatrième et j'ai complètement décroché en troisième. OK. Donc j'étais plutôt un bon élève en sixième, cinquième. Tout mon primaire, sixième, cinquième, ça s'est très bien passé. Et après, pour des raisons quelconques, j'ai décroché en quatrième et j'ai continué à décrocher en troisième. Donc je suis arrivé dans une voie que je ne voulais pas à l'origine. Ah, Pourquoi option comptabilité? Parce que mon conseiller d'orientation m'a dit t'es bon en maths. C'était la seule moyenne que je gardais au-dessus du niveau acceptable. Donc tu feras comptabilité. À 15 ans, vous ne savez pas de quoi on vous parle, vous oui, savez oui. là, donc vous écoutez, vos parents écoutent aussi. Donc me voilà dans un bac ES option comptabilité. Qui te plaît pas, en fait? Alors que je connais pas. Que Que je tu connais connais? pas. Moi, l'objectif, c'était d'aller en filière générale. Je voulais faire autre chose, travailler dans le sport, peut-être être prof de sport, enfin être complètement différent. Des rêves de quatrième, troisième, voilà, très sportif, donc bah, je veux faire prof de sport. Mais très, très vite revenu à la réalité du parcours des résultats scolaires. En conseil de classe, on vous dit que c'est pas possible, que ça peut pas matcher en filière générale, que ça, donc voilà, donc après, bah, vous êtes un peu perdu parce que vous êtes pas intéressé à ce qui se passe autre part, Mmh. parce que vous avez votre truc dans la tête et voilà. Donc j'arrive dans un bac économie et sociale, dans un lycée de secteur, dans un collège de secteur sans problème, et me voilà à faire de la comptabilité. Et tu étais en Normandie dans ton collège, du coup? Oui, j'étais en Normandie. OK. OK, OK. Et on peut te demander lequel de collège? Au cas où il est connecté? Alors non, il n'est pas connecté. J'ai eu le collège, j'ai été au collège Gustave Flaubert à Duclair. D'accord, OK. Et ensuite, mon bac, je l'ai fait au lycée Val-de-Seine, à Grand-Quevilly. OK. Bon, Voilà. bah, en tout cas, si vous êtes connectés, manifestez-vous, vous pouvez passer. Peut-être que, il y aura quelqu'un que tu connais, au sein de ce collège ou de ce lycée. Et ensuite, donc après ce bac-là, tu as décidé de faire un BTS, comptabilité en alternance. Donc un BTS, c'est sur 2 ans pour information. Enfin, j'imagine que le tien, c'était sur 2 ans C'est aussi. ça, oui, oui, c'est sur 2 ans. Et donc ça fait référence à un bac+2. Et donc comptabilité toujours, j'imagine, parce que tu venais d'un bac ES option comptabilité. Exactement. OK, et en alternance, pourquoi l'alternance? Alors, pourquoi l'alternance? Parce que donc bon, clairement, j'ai eu mon bac sans trop de soucis. Je suis passé en BTS, mais je voulais travailler. J'avais fait des stages dans le cursus du bac, justement. En terminale, on avait 2 séances de 4 semaines de stage. Et ça m'avait. Le milieu professionnel était pour moi beaucoup plus concret que le milieu scolaire. C'est qu'un avis personnel, Ah oui, mais moi je suis c'est complètement d'accord avec toi, hein. J'ai fait 5 en alternance pour tout te dire. donc j'ai cherché. Alors, j'ai fait deux choix. Je voulais faire en scolaire parce que très compliqué de trouver une société, très très compliqué de trouver une société pour les alternants. Et au final, je me suis un peu excentré de mon lieu d'habitation pour dire qu'il fallait que j'aille un peu plus loin, quitte à faire beaucoup de transports en commun, mais voilà. Et j'ai trouvé un BTS comptabilité dans une société qui faisait du recyclage de fer et métaux. Ah, mais Et, voilà où est et le voilà lien. comment je suis arrivé dans le. OK, donc tu as commencé en alternance, en BTS. Donc j'ai commencé à faire la comptabilité de cette société-là en alternance avec une comptable qui avait besoin d'un alternant pour mettre en place le service informatique. Puisqu'il y a 25 ans, et oui, il n'y avait pas beaucoup de petites PME qui étaient équipées de logiciels informatiques. Il y avait encore beaucoup de PME qui effectuaient leur compta à la main.
Sur des Je dis cahiers, juste, je te coupe 2 minutes. PME, c'est une entreprise de moins de 500 salariés, c'est une donc petite c'est société, voilà. une petite C'est- société. hmm. Donc, qui n'avait pas de système informatique, qui n'avait pas de logiciel de comptabilité, de logiciel de suivi des stocks, d'IMO. Et donc, ils voulaient mettre en place ce système-là. L'an 2000 arrivant, on allait passer à l'euro, enfin voilà, etc. Donc, ils avaient besoin d'un alternant pour faire ça. Donc, dans mon alternance, j'ai été missionné à faire ça. Waouh! OK, bah, ça demandait beaucoup de responsabilités à l'époque aussi? Alors voilà, bon, j'étais quand même très épaulé par le chef comptable, hein. Attention, Oui, j'étais pas tout seul, hein, oui, je me doute. mais ma jeunesse de l'époque m'ont dit il aime bien l'informatique, il doit aimer, il va être à l'aise avec un PC, donc on va lui donner cette mission-là. OK, et ben, écoute, c'est super chouette, je trouve comme parcours et après donc tu es rentrée sur le marché du C'est ça. travail, et tu Je suis resté dans cette société-là. ouais, Et au fur et à mesure du développement de la société et de ce système informatique, il a fallu que je m'intéresse à tous les métiers de la société. C'est-à-dire que pour configurer correctement les logiciels, comme c'était une ouais. création à 100%, il a fallu que je m'intéresse à comment on pouvait traiter un bout de ferraille, comment on pouvait traiter un morceau de métaux, un morceau de plastique. Et donc je me suis pris de passion par le métier. Et pendant 5-6 ans, j'ai fait ce qu'on appelle des DU, des diplômes universitaires, de 6 mois, d'un an, bien spécifiques par rapport à chaque fois que j'avais une lacune, je demandais au directeur de ma Donc à société chaque fois que tu savais pas, tu demandais au directeur voilà, pour faire un exactement, si je pouvais faire une formation ou pas. Donc c'était pas oui à chaque fois parce que c'est quand même un coût pour la société et ça demande du temps. Mais globalement, il a été très 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 correct avec moi. Et j'ai continué à me former comme ça au fur et à mesure des années. d'accord, en fait, tu as fait, donc des DU, tu en as fait combien au total des DU? J'ai fait 3 DU, Tu as 3 fait diplômes 3 DU, universitaires. OK, et Un spécifique. ça te prenait à chaque fois 6 mois, 3 Alors mois, combien de temps? ça dépendait. Alors là, j'en ai un qui a duré un an, qui était en alternance aussi, hein. Donc c'est toujours le même principe, hein. Un peu d'école, un peu de société. Ah OK, les Mm. diplômes universitaires sont en alternance aussi? Il y en a certains en alternance, oui. Mm. Un de 3 mois et un de 6 mois. Donc si je comprends bien, tu es rentrée en alternance, durant ton BTS et tu as fait, ce qu'on appelle des DU, donc des diplômes universitaires, donc ça délivre une spécialisation, c'est une compétence en fait que tu as, enfin supplémentaire à toutes les compétences que tu as, mais ça t'en rajoute une et là ça t'en a rajouté 3 puisque tu en as fait 3. C'est bien ça? Alors, on peut pas dire que j'ai bac plus 5, c'est faux. J'ai un bac plus 2 officiellement, en tant que vraiment diplôme. Ouais. Mais après, rien ne vous empêche dans tous vos parcours professionnels de continuer à vous former, des, des spécifications sur ce qui vous intéresse, Mmh. de vouloir changer de métier, de vouloir changer, de rester peut-être dans le même secteur, mais de changer de service, de travail, de poste. Enfin, tout est envisageable, même quand vous avez décroché en quatrième et en troisième. Et oui, alors du coup, nous, on est super intrigués. Enfin, moi, en tout cas, je suis super intriguée par comment tu es arrivé directeur régional. Donc, on va pas passer les étapes, mais donc, alors, tu sors de ton BTS, et Alors, tu sors de ton DU, et après, tu fais alors, on a mis une insertion professionnelle facilitée par l'alternance. J'imagine que tu as eu un contrat lié à l'alternance que tu avais déjà? eh ben, en fait, donc dans cette petite société, Ouais. euh, une fois que le système pardon, informatique a été mis en place et fonctionnait, j'avais plus trop d'intérêt de rester parce que enfin, moi personnellement, je m'embête assez vite. Ah oui, Donc mais c'est ça aussi, c'est une voilà, personnalité. oui, C'est-à-dire c'est que ça. OK. Il fallait me proposer autre chose. Et donc, après, j'ai fait plusieurs. Dans la même société, je suis parti sur le terrain. J'ai quitté les bureaux, le côté administratif, et j'ai voulu être chef d'équipe d'une équipe de production. Donc, OK. donc là, j'ai complètement quitté la comptabilité, j'ai complètement quitté toute la partie administrative. Et je suis parti plus en opérationnel sur le terrain pour un peu me confronter à ça, justement. Et donc, tu avais quel âge à peu près quand tu es arrivé, Euh, là, euh,
tu avais fait Alors, mon début de l'alternance, j'avais 20 ans, donc 22 ans, j'ai mon BTS, donc ça, je devais avoir 26 ans donc tu quand j'ai arrives commencé. à 26 ans et tu deviens, en fait, Chef d'équipe, tu chef deviens d'équipe, chef d'équipe, donc tu manages des personnes, tu manages oui, un groupe de personnes, déjà à 26 ans, quoi? c'est ça. OK et après c'est j'imagine que bon, tu vas nous expliquer, mais Donc après, donc je deviens chef d'équipe. Après, je deviens responsable de site. Donc c'est-à-dire que je suis responsable des chefs d'équipe. Donc OK. une équipe, c'est un groupe de personnes qui travaillent en poste. Donc on a le poste du matin, le poste de l'après-midi, le poste de nuit. On tournait comme ça en 3-8, ce qu'on appelle en 3-8 à l'époque. Et donc je deviens responsable de ces trois chefs d'équipe là. Et après, ma société, donc la petite société, est rachetée par une très grosse société Mmh. nationale, Suez Environnement. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un gros dans le métier. Et donc là se pose la question, on arrive dans un gros groupe, on perd ce management de proximité, on va avoir plein de directeurs au-dessus de nous parce que on a justement, c'est une grosse filiale, donc une grosse société. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ou est-ce que je regarde un peu comment ça se passe dans les grosses sociétés? Et donc je décide de rester. Je leur demande s'il y a un plan de carrière, s'il y a quelque chose chez eux qu'on pourrait faire. Et ils me disent, donc ton ancien patron qui nous a vendu la société va s'en aller, puisque nous, quand on rachète les sociétés, on ne garde pas les patrons propriétaires, parce que Oui, c'est trop... ça dépend des rachats des sociétés et Exact. Oui, de c'est ça. de ce qui est convenu à l'intérieur des rachats, mais effectivement, il y a aussi cette type enfin, ce cas-là où, Soit il y a un accompagnement de 6 mois, 9 mois, un an, ouais. soit il y a une décision commune, hein, attention, Oui, oui, c'était bien sûr. un accord commun de partir au moment de l'acquisition de la société. Et donc là, il me propose le poste de directeur du site de cette société. Et donc j'accepte. Ah bah oui. Et je fais donc jusqu'en 2015, donc je fais ça quasiment 10 ans. OK, donc tu deviens, enfin, comme ça, tu Je manages deviens là, encore pour le plus de coup, personnes. directeur du site, donc de tout le petit site, de l'ancienne petite société. OK, Et donc en fait, tu as évolué, hyper, rapidement finalement avec des opportunités que tu as su saisir, quoi. c'est ça. Donc, tu as eu, des opportunités au fur et à mesure et en fin de compte, bah, comme tu étais intriguée et que du coup tu t'étais formée, tu t'es dit: «Bah, pourquoi pas moi?» quoi. Pourquoi pas? Et ensuite donc tu es devenue directeur du site et au fur et à mesure des années, tu es devenue directeur de plusieurs sites. Ah non, parce qu'après, donc j'ai changé de société. Ah C'est-à-dire OK! qu'en 2015, Rebondissement dans le parcours, OK. en 2015, Derichebourg me contacte, je contacte Derichebourg. Enfin voilà, c'est un milieu quand même assez petit, donc on se connaît un peu tous. Et je voulais connaître cette phase du métier qui est multisite. C'est qu'avant, j'avais qu'un site. Mmh. Et je voulais savoir comment ça se passait en multisite. Le fait de devoir déléguer complètement, puisque vous ne pouvez pas être présent à plusieurs endroits en même Bah, temps. c'est ça, ouais, je t'en parlais tout à l'heure, je te disais: «Il faut Voilà. avoir confiance». C'est ça. Donc là, avant, j'étais sur un site, j'avais le site, j'étais présent quasiment tout le temps. Donc le management, il est assez direct et vous pouvez assez vite changer les choses puisque vous êtes sur place et vous voyez assez vite les problèmes arriver. Mmh. Là, en multisite, 22 sites, clairement, c'est impossible d'être sur les sites tout le temps. Donc vous devez déléguer encore plus, faire confiance encore plus. Et cette phase-là, je la connaissais pas en management. Donc la proposition de Derichebourg m'a intéressé et c'est comme ça que je suis devenu directeur régional chez Derichebourg Environnement. D'accord, OK. Bah, waouh! Beau parcours et j'en profite pour poser les questions maintenant. Donc Vas-y. RP, on posé, quel a été votre parcours Benoît? Donc tu y as répondu. Quels sont les niveaux d'études nécessaires et les formations? Bah, finalement, on voit qu'au fur et à mesure, tu t'es formé, mais en fin de compte, il y a pas forcément de diplôme, à avoir, si ce n'est la motivation et beaucoup de rigueur, et d'organisation, de ce que je peux retenir.
Euh, Oui, Après, oui, en fait, mon poste de directeur régional dans l'industrie du recyclage, il est particulier puisque c'est un métier qui ne s'apprend pas à l'école. On n'a pas de diplôme qui est lié à cette activité. Donc c'est pour ça que mon parcours il est un peu bizarre par rapport aux aides. Par contre, si vous voulez être directeur dans l'industrie pharmaceutique ou dans les labos ou des choses comme ça, il faut avoir un cursus soit pharma, soit médical. Il faut quand même être formé au secteur d'activité où vous voulez travailler. C'est, vous voyez, enfin. bah oui, oui, tout à fait. En fait, il faut quand même avoir un diplôme qui permet enfin, d'avoir des connaissances dans le métier que vous voulez faire. Donc après, vous pouvez vous réorienter et autres. De toute façon, il y a plein de choses possibles et inimaginables. Et je profite de ce moment pour te poser une deuxième question de Mounira. Merci pour vos questions. N'hésitez pas, hein, je les lis quand même, même si je les pose pas tout de suite. Elle nous dit bonjour, quelle fourchette de salaire obtiens-tu en début de carrière? J'imagine qu'elle parle de fourchette. Est-ce que tu aurais une fourchette à nous communiquer pour un junior ou une junior qui arrive sur ton poste? Alors, un junior, donc profil ingénieur, bac plus 5, qui pourrait accéder à un poste de responsable de site ou même de responsable multisite, c'est entre 45 000 et 50 000 € par an. Ok. Et après, un poste un peu plus senior, un peu plus expérimenté, peut-être avec un peu plus de sites, un peu plus de... On peut aller à 80 000 à 90 000 € par an. Ça, après, voilà, ça dépend aussi du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Il y a des secteurs qui payent plus que d'autres. Il y a, voilà, c'est quand Ça même dépend très, des très, très entreprises, ça dépend du secteur, exactement. ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs différents, quoi. Tout à fait. Mais merci d'avoir donné une réponse en tout cas. Et avant que j'oublie la dernière question qu'on m'a posée, toujours Mounira, est-ce un travail qui requiert la maîtrise des langues étrangères? Est-ce que tu as besoin de parler anglais, espagnol, italien? Alors, anglais, oui. Ouais. Après, espagnol, italien, moins. Après, espagnol, un peu plus, parce qu'on vend en Espagne et en Amérique du Sud. Donc, c'est l'espagnol souvent qui est parlé. Après, l'anglais, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Si j'ai, voilà, moi, ayant décroché en quatrième et troisième, j'ai eu des grosses lacunes d'anglais. J'ai été obligé de me reformer, de retourner à l'école uniquement pour l'anglais. Ah oui, d'accord. Oui, tout se fait en anglais. Et comment C'est un tu as marché. fait pour, enfin, je te coupe, comment tu as fait pour te reformer justement à l'anglais? Tu y es Alors, allé quand? j'ai fait plusieurs essais. Je suis ici en formation pour adultes en cours collectif. Ça m'allait pas parce que Mmh. c'est compliqué. Après, j'ai fait des formations du coaching individuel où là, c'est quand même plus ciblé déjà avec le métier. On apprend du vocabulaire du métier et on essaye de structurer, de construire les phrases qui va me servir dans mon métier. Maintenant, c'est compliqué. Quand vous n'avez pas les bases ou quand vous avez mal appris les bases, c'est Mmh. très, très compliqué de s'y remettre. Ouais, Donc, je me doute. mais c'est fondamental. Tout est fait en anglais. OK. Et, Bah, de toute façon, à un niveau de poste aussi, en fait, plus vous augmentez en poste, plus, vous allez être avoir l'occasion, en fait, de parler avec, bah, le monde entier et donc du coup, bah, pour se faire comprendre du monde entier, vaut mieux avoir l'anglais parce que, c'est un peu, la langue, que tout le monde parle, quoi, que tout le monde apprend. Donc, c'est ça. c'est un petit peu pour ça. OK, bah, merci beaucoup et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je poursuis, donc en tout cas pour le parcours et on va passer à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins parce que l'heure file et donc j'aimerais rester encore, j'ai encore plein de questions mais j'essaye de gagner un peu de temps pour pouvoir te les poser à la fin. Donc ce que tu aimes le plus dans ton métier, c'est d'animer des équipes diverses, donc j'imagine de manager, toutes tes équipes et la polyvalence, donc faire plusieurs choses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu aimes pas trop t'ennuyer, en tout cas, c'est ce que je comprends, de toi, quoi. Ah, non, mais exactement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Animer les équipes de différents profils, de différents niveaux. C'est ce qui est quand même très intéressant de discuter avec un conducteur d'engin, un conducteur de camion, et puis après un ingénieur qui va vous régler une machine, et un comptable qui va vous expliquer des comptes.
C'est ce que j'aime dans mon métier, parce que c'est jamais la même chose. La polyvalence, parce on doit savoir faire un peu de commerce, on doit savoir faire on doit aller visiter une collectivité locale, donc une mairie, et puis peut-être que l'après-midi, je serai chez un fermier pour acheter un lot de ferraille dans une ferme. Vous voyez, enfin, c'est ça, c'est la polyvalence. Mais ça, c'est bien lié, c'est spécifique à notre métier, hein, notre secteur d'activité. Hein, c'est pas dans toutes les activités. D'accord, OK. En fait, il faut que tu t'adaptes aussi. Enfin, après dans animer les diverses équipes, j'ai l'impression que tu t'adaptes aussi en fonction des différents profils parce que justement tu en as plein, plein, de différents et donc faut être capable de s'adapter et justement d'être polyvalent donc de pouvoir, comme tu l'as très bien dit, d'aller dans une ferme le matin et puis après, de revenir dans une réunion, avec 50 personnes. OK. Mais en tout cas, c'est chouette. Désolée, j'ai switché les slides. Et ensuite, ce que tu aimes le moins, c'est les ressources humaines. Alors, qu'est-ce que tu entends par ressources humaines? C'est pas ce que j'aime le moins, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et ce qui est compliqué, bah, c'est ce que j'aime un peu moins, c'est de gérer justement les ressources humaines, c'est tout le quotidien de Mmh. vos salariés, de mon travail, des problèmes de chacun, des absences, des retards, Des des mauvais, congés. des congés, des mauvais comportements, des bons comportements, des difficultés quand vous avez des difficultés sur un site, et pourquoi vous avez telle difficulté. Et c'est jamais, vous partez jamais en sachant vraiment ce qui va se passer. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué, le changement de mentalité, le changement de génération, qui est du tout la même chose, le changement après le Covid, qui a été pour nous très compliqué à gérer, et avec un vrai changement de mentalité derrière. Les mêmes personnes ont changé entre avant et après le Covid. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui, au quotidien, prennent énormément de temps et qui sont les plus compliquées à gérer. Et toi, tu as vu des changements, en fait, au fur et à mesure, ouais, tu as vu Mais des changements de personnalité. complètement. Complètement. Des changements de personnalité ou des changements de. Ils mettent plus le curseur au même endroit. Des gens qui étaient complètement 100% travail, à fond dans leur travail, sont devenus un peu moins et privilégient peut-être un peu plus la vie de famille ou veulent s'organiser autrement. Donc toi, Quand tu dois vous, t'adapter, en fait, à ce qu'ils souhaitent aussi, c'est mais ça. aussi, trouver un Ce qui équilibre est, entre ce que tu veux et ce qu'ils souhaitent, quoi. C'est ça. Et ce qui est dur, parce qu'en fait, les gens ne sont pas faits comme vous. Donc, vous Mmh. avez votre ressenti, votre propre jugement. Et quand vous avez en face de vous des gens et il faut l'accepter, il faut faire avec, il faut essayer de le changer. Exemple, le télétravail, c'est quelque chose avant le Covid qui était très peu déployé dans les sociétés. Il y avait très peu de demandes, même des salariés, de faire du télétravail parce que c'était mal connu ou méconnu. Et maintenant, depuis le Covid, quand vous faites un recrutement, c'est Mmh. une des premières choses qu'on vous demande. Combien de jours de télétravail je vais avoir sur le mois, sur la semaine, pour des profils administratifs, des gens qui travaillent dans les bureaux, moins sur les chantiers, parce que c'est pas possible de faire du télétravail, mais quand vous faites du recrutement c'est une des premières choses qu'on vous demande, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Ouais, de, pouvoir être flexible, en fait, avec, Complètement. les emplois du temps, quoi. Bah, oui, oui, je comprends, hein, je pense que ça a tourné, d'un coup, d'une année sur l'autre, ça a changé et on l'a pas trop vu et en fin de compte, là, c'est complètement, déployé, quoi. Donc on doit s'adapter au fur et à mesure. OK, en tout cas, c'est super intéressant. J'ai encore des questions, donc je te les pose. Quels sont les principaux outils de travail que tu as? Donc j'imagine que ça soit informatique ou alors, ou autre. C'est les mails, la boîte mail, tous les messages. C'est un des Ordinateur. outils. Et après, on a un logiciel spécifique à notre métier qui est notre logiciel de suivi des stocks, d'achat, de vente, etc. Donc un logiciel de métier. Et après, le téléphone, se déplacer, une bonne voiture, aimer faire la route, et puis se déplacer et aller voir physiquement le plus souvent possible les gens. Et comme tu as 22 sites, donc avec beaucoup de personnes, toi, tu te déplaces combien de fois par semaine? Toute la semaine. Toute la semaine, OK, tu es sur les routes toute la semaine?
Je n'ai pas de bureau sur aucun des sites. Ah oui, d'accord, OK. OK, donc là, tu nous appelles, d'un Je bureau, suis quoi. chez moi. Bon, bah, voilà. Problème résolu, au moins tu as un ancrage, c'est, C'est chez toi. ça. Donc j'ai très peu de bureaux. Je squatte des bureaux quand je vais sur les sites, soit parce que j'ai des réunions, donc on est en salle de réunion, soit parce que je dois répondre à mes mails ou des choses comme ça, où là je me mets sur un bureau et je prends la connexion et je travaille comme ça. Ah ouais, donc il faut pas être attaché à un endroit spécifique quand on fait ton Non, travail? non. Alors, il faut éviter parce que après tu crées des préférences et ça crée des jalousies et pourquoi tu vas plus souvent là et pourquoi machin. Voilà, Ah donc il oui, faut. d'accord, ouais, il faut faire attention à ça aussi. On Hmm. l'a pas forcément en tête, tout de suite, quoi. Et donc oui, en fait, ton objectif, c'est d'y aller et de faire en sorte que tu tournes un peu partout. Et C'est donc ça. tu dois Après, avoir un agenda, énorme, non? Une organisation, les journées sont bien chargées. ah d'accord, OK. Donc là, on te prend 1 heure sur ta journée. Mais c'était prévu, il n'y a pas de problème. Et comment tu fais pour gérer toute ton organisation? Après, c'est de la gestion, donc c'est le calendrier sur Outlook, et puis on programme ses rendez-vous. J'ai pas de secrétaire, j'ai pas d'assistante. Donc tu fais tout toi-même? Mhm. Ah oui, OK. Tu dois être très organisé. Donc pour faire ton travail, ce que je retiens, c'est qu'il faut parler anglais, être très organisé, parce que, du coup, bah, tu as énormément de choses à faire et à penser et aimer les déplacements parce que tu pars souvent, à la conquête de tes sites. Aimer parler aussi parce que tu dois beaucoup parler, je pense, dans la journée. Tu dois être fatigué à la fin. J'imagine quand tu rentres chez toi, tu non, non, je parle plus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc OK et aimer le café parce que tu dois en prendre un bon paquet quand même, hein. Et oui, c'est ça. C'est ma seule addiction, le café. Ah bah, je me doute bien Mm. et on peut passer, du coup à la suite si vous avez pas d'autres questions, par rapport à ce sujet-là, j'en vois pas d'autres. Et donc tu nous as mis enfin en tout cas tu nous as dit un cliché anecdote: «Il ne faut jamais se fier aux premières impressions». En l'occurrence, moi quand je lis ça, je me dis, que c'est peut-être par rapport à tes recrutements, mais peut-être pas. Ici, au recrutement par l'expérience de mon parcours professionnel, en fait. OK. C'est que, voilà, clairement, j'étais destiné à être comptable dans une société et faire de la compta toute ma vie. Parce que j'avais eu des soucis en troisième et qu'il fallait faire des études autrement. Je ne pouvais pas aller en filière générale, donc on m'a dit tu seras comptable. Ok, pourquoi pas, peut-être que j'aurais été heureux d'être comptable toute ma vie, mais il faut pas. Il faut pas s'arrêter à ça. Mmh. Malheureusement, en troisième ou en quatrième, on ne sait pas spécialement ce qu'on veut faire, on n'a pas d'idée, ou alors l'idée qu'on se fait, c'est plutôt un rêve et que c'est difficile à atteindre. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est perdu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer de vie entre-temps, qu'on ne peut pas refaire des formations. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas devenir administratif ou alors devenir plutôt sur le terrain opérationnel, travailler dans le bâtiment, puis après aller en pharmaceutique ou aller autre part. Enfin voilà, c'est ça, il ne faut pas se fier à la première impression. Dans les recrutements, clairement, vous avez des CV qui sont extraordinaires et au final, vous avez quelqu'un de très scolaire, très intelligent, mais qui ne correspond pas au profil du poste que vous avez besoin. Et l'inverse aussi. C'est-à-dire que des fois, vous avez des CV qui sont avec des trous dans les CV parce qu'il y a des parcours personnels compliqués, mais des gens hyper motivés, hyper curieux, qui vont vouloir se reformer, qui vont vouloir apprendre et qui correspondent très bien à ce que vous pouvez attendre de cette personne. Mais en tout cas, c'est beau. Non, Non, mais mais en vrai, je retiens que faut se donner les moyens aussi, enfin, tu t'es donné les moyens de réussir, ça. tu as fait en sorte de le faire donc oui, tu étais destiné, enfin, en tout cas sur le papier, un avenir en comptabilité, donc voilà, parce que tu aimes la comptabilité, j'ai l'impression en tout cas, heu, ou un petit peu. Mais oui, tu t'es donné la possibilité de changer, d'évoluer, au fur et à mesure du temps avec, ce que, tu voulais vraiment faire et trouver ta place donc faut retenir ça quoi aujourd'hui. Enfin en tout cas, c'est ce que je retiens moi et je trouve ça sympa. Ça donne, beaucoup d'espoir en tout cas et pour la suite, de toutes les personnes, qui ont, un job ou non ou qui sont en études et qui ou alors au collège, au lycée comme vous, qui avaient l'impression de pas, savoir
où aller, s'orienter. On passe tous et toutes par là. Vous inquiétez pas. Et en tout cas, n'hésitez pas à regarder nos lives pour, pour en savoir plus sur tous les métiers qu'on vous présente. On est là pour ça. Et une dernière question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune ou une jeune qui souhaite s'orienter dans ton métier. Voilà, cette personne-là, elle a le souhait de vouloir vraiment devenir directeur ou directrice régionale. Qu'est-ce que tu conseillerais vraiment? Bah, deux niveaux. Vous êtes très très fort à l'école, très bon à l'école, de faire un bac général, d'aller soit en université, soit dans des grandes écoles, de passer le maximum de diplômes que vous pouvez dans des secteurs différents et d'accéder à ces postes-là directement en tant que directeur régional dans des grands groupes. Ça, c'est le parcours des grandes écoles. C'est très bien, ça fonctionne très bien. Et si vous avez un peu plus de difficultés, essayez de trouver un métier qui vous passionne, qui vous plaît, n'importe quel secteur d'activité. Et vous verrez, par la force des choses, vu que ça vous plaît, vous allez avoir envie d'évoluer, d'apprendre, de vous reformer. Et par la force des choses, si vous aimez ou pas le management ou différents, bah, vous allez accéder à des postes plus importants. Et pourquoi pas directeur régional un jour, ou directeur général d'une société. Mais par l'axe du métier, pas moins par l'axe des études, qui fonctionne très bien, mais plutôt par l'axe du métier. Devenez expert en votre métier et vous aurez des portes qui vont s'ouvrir. En tout cas, c'était un très beau mot. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais devoir, te laisser Benoît et conclure ce live puisqu'il est 57. Mais en tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître, davantage. J'espère que tu as passé un bon moment aussi, Très malgré ton bien. emploi du Très temps bon chargé. moment. Et je vais tout de suite conclure. Donc, du coup, pour t'inscrire à nos événements, rendez-vous sur My Future Live. Laureline, à mon avis, l'a déjà mis dans le chat puisqu'elle est hyper rapide. Nous allons envoyer un petit questionnaire dans le chat aussi. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, que ça soit positif, que ça soit amélioré. On a envie de tout savoir justement pour vous faire plaisir durant ces lives-là aussi. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau live à 11h. Donc, ça sera avec moi pour encore un live en industrie pour ce métier-là. Laurélie vous met toutes les informations. Et sinon, on se retrouve toute l'année pour des lives tous les mardis et jeudis de 11h, enfin, à 11h et à 15h, ou les mercredis et vendredis à 11h. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Et puis, on se dit à demain matin. Salut!